Alors, bienvenue à tous au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada pour les fournisseurs de soins de santé sur le sujet d'aujourd'hui, les maladies respiratoires de l'automne et de l'hiver 2024-2025, en partenariat avec le CCNMI. Je m'appelle Claudine Chevrier du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, donc le CCNMI, et je serai la modératrice de la session d'aujourd'hui. Le CCNMI est financé par l'Agence de la santé publique du Canada pour fournir des connaissances et des données probantes à utiliser dans la planification et la politique de santé publique, et on soutient l'agence dans l'application des connaissances. Je veux souligner que le CCNMI est hébergé à l'Université du Manitoba, située sur les terres ancestrales des nations Anishinaabeg, Anishinaabeg, Dakota Oyate, Ténésuline et Nehitawak Iniwak. Elle se trouve également en plein cœur de la patrie de la nation métisse de la Rivière-Rouge. Au CCNMI, nous nous efforçons d'honorer les terres et leurs gardiens d'origine dans notre travail. Nous reconnaissons que nous nous trouvons sur les terres du traité numéro 1, qui a été développé, comme tous les autres traités, dans le cadre du processus de colonisation qui était destiné à profiter à certains tout en nuisant à d'autres. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires en vue de la réconciliation. L'Agence de la santé publique du Canada reconnaît qu'Ottawa est construite sur le territoire traditionnel non cédé et non rétrocédé des Algonquins et Anishinabés. L'ASPC reconnaît qu'elle a le privilège de vivre et de travailler sur les terres de l'île de la Tortue, qui sont les terres traditionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'ASPC reste fermement déterminée à travailler en collaboration pour faire progresser la réconciliation au Canada. Où que vous vous trouviez aujourd'hui, nous vous encourageons à penser à la présence des peuples autochtones, passés et présents, qui vivent sur ces terres. Alors, je voudrais maintenant vous donner quelques points d'ordre administratif. Si vous rencontrez des problèmes techniques avec Zoom, vous pourrez nous envoyer un courriel à l'adresse courriel nccid@commercialumanitoba.ca. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. En cas de problèmes techniques qui sont liés à l'audio ou à la vidéo de Zoom, veuillez essayer l'une des solutions qui pourrait résoudre votre problème. Donc, il y en a trois. La première, ça serait de sortir et de revenir, donc de réintégrer la salle de réunion Zoom. La deuxième, ce serait d'ouvrir le webinaire dans l'application Zoom et non pas votre navigateur web. Si vous avez des problèmes de son spécifiquement, essayez de vous connecter avec votre téléphone pour écouter le webinaire en cours tout en regardant la présentation sur votre ordinateur et en désactivant le son sur l'ordinateur. Si le problème persiste, veuillez nous envoyer un courriel. Nous vous enverrons l'enregistrement du webinaire à la fin de la conférence. La session de questions et réponses d'aujourd'hui se concentrera uniquement sur les sujets du jour. Vous pouvez poser des questions tout au long de la session en utilisant l'onglet Q&A, donc au bas de l'écran. Peut-être que ça va être écrit Q&A. Vous pouvez aussi aimer les questions des autres personnes pour faire augmenter leur priorité. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à autant de questions possibles. On va aussi utiliser l'onglet de clavardage, donc de chat, qui est aussi au bas de votre écran pour communiquer davantage avec tous les participants. Donc, juste garder un œil là-dessus. L'enregistrement du webinaire et les diapositives de la présentation vont être disponibles aussitôt possible après le webinaire sur le site ccnmi.ca. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue et présenter notre intervenant pour le webinaire d'aujourd'hui, Jocelyne Zafak. Alors, Jocelyne Zafak est actuellement gestionnaire au secrétariat du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI, et professeure associée à l'Université Laval. Ses domaines d'intérêt incluent la sécurité des vaccins, les maladies infectieuses et la méthodologie des lignes directrices. Elle a d'abord pratiqué comme médecin de famille, puis a obtenu une maîtrise en santé publique et un doctorat en épidémiologie. Pour la présentation d'aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration de conflit d'intérêt à fournir. Prochaine diapositive. Voici les objectifs d'apprentissage pour le webinaire d'aujourd'hui. Il y en a 3. Prochaine diapositive. Le CCNI fait des recommandations pour l'utilisation des vaccins actuellement, présentement ou nouvellement approuvés chez les humains au Canada. Les recommandations du CCNI peuvent être plus larges ou plus étroites que les conditions qui sont approuvées par Santé Canada.
Le Guide canadien d'immunisation, le GCI, est une ressource destinée aux prestataires de soins de santé et aux décideurs de programmes de vaccination. Il s'appuie sur les recommandations et les déclarations de comités consultatifs d'experts comme le CCNI, mais aussi le comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages. Prochaine diapo. En reconnaissance du fait que toutes les personnes qui accouchent ou qui allaitent ne s'identifient pas comme des femmes ou comme des mères, vous verrez tout au long de ce webinaire le terme femme accompagné d'un langage neutre sur le plan du genre. Prochaine diapo. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Jocelyne. Jocelyne, à vous. Merci Claudine et merci à tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Tel que c'était indiqué au niveau de la diapositive pour les objectifs de cette présentation, aujourd'hui on va parler de trois différentes maladies respiratoires. La maladie, pour commencer, la maladie résultant de l'infection au virus respiratoire syncytial ou VRS. Mais ensuite, nous allons également discuter de la maladie influenza. Et pour terminer, on va parler de la COVID-19. Donc, chacun des thèmes vont être abordés les uns après les autres, avec les différents éléments qui les concernent. Et puis, on a même prévu quelques petits quiz tout au long de la présentation pour revenir sur certains des éléments clés qui seront abordés. Et juste pour la présentation, j'aurais voulu que les maladies respiratoires restent sur les diapositives. Malheureusement, j'ai actuellement une infection respiratoire, dont il pourrait m'arriver de fermer mon micro pour pouvoir me dégager les voies respiratoires, mais je pense qu'on devrait être correct pour l'ensemble de la présentation. Donc, on peut passer à la prochaine diapo pour commencer la discussion sur le VRS. Donc, certaines personnes présentent un risque plus élevé de développer la maladie grave due au VRS. Et ces deux populations plus à risque qu'on représente ici sur la diapositive sont les nourrissons, qui sont représentés sur la gauche de la diapositive, et les personnes âgées. Et on en discute aussi aujourd'hui parce que cette année, le CCNI a émis des déclarations sur la prévention des maladies à VRS dans ces deux populations, donc en mai 2024 pour les nourrissons et en juillet pour les personnes âgées. La prochaine diapo. Donc, les symptômes lors de l'infection à VRS, vu que ça atteint les voies, va atteindre principalement les voies respiratoires inférieures. Euh, En plus des symptômes typiques auxquels on penserait, il est important de noter ici que chez les nourrissons, l'infection peut se manifester uniquement par une baisse d'activité, des difficultés respiratoires, des difficultés à s'alimenter ou une irritabilité. Et chez les personnes âgées aussi, tout comme chez les nourrissons, il y a un risque accru d'infection grave pouvant donc mener à une hospitalisation. Et bien que le décès soit très rare chez les nourrissons, ce sont des situations qu'on peut observer chez les personnes âgées. Et un point important à noter sur cette diapo, c'est qu'à ce moment, il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour la maladie AVRS, d'où l'importance accrue des activités préventives dans ces groupes qui sont particulièrement à risque de faire une maladie grave. La prochaine diapo. Donc, sur cette diapositive, on va commencer par parler de l'épidémiologie de la maladie AVRS chez les nourrissons. Donc, chez les nourrissons, le risque d'avoir une maladie grave, un des facteurs de risque premier, c'est l'âge. Donc, plus l'enfant va être jeune, donc au tout premier mois de la vie, plus le risque d'avoir une forme grave de VRS va être accru. Et une deuxième facteur de risque en plus de l'âge, c'est la présence de maladies, de conditions sous-jacentes, telles que le fait d'être prématuré, d'avoir une affection des voies respiratoires, une affection cardiaque ou une immunodépression chronique. Donc, et chez certains de ces enfants-là, le risque d'avoir une maladie grave va persister, par exemple, au cours de la deuxième saison. Donc, juste pour illustrer, si on parle de la prématurité rendue au-delà d'un an, les enfants nés prématurés auront généralement rattrapé leur retard et seront comparables à des enfants nés à terme.
Par contre, pour certains enfants qui ont des affections chroniques, le risque accru lié à cette affection chronique va être présent même lors de leur deuxième saison de VRS. Donc, si vous regardez la diapositive, la figure qui est à droite de la diapositive, donc en bleu, on a le taux d'infection à VRS en fonction de l'âge. Donc, ce que vous voyez là, au niveau de l'axe horizontal, c'est les différents âges. Donc, vous allez avoir des enfants qui vont être prématurés à différents degrés de prématurité. Et la dernière barre, ça va être pour des enfants qui sont nés à terme, c'est-à-dire à plus de 37 semaines d'âge gestationnel. Donc, en bleu, vous avez le taux d'infection. Donc, comme vous voyez, le risque qui est représenté ici par ce taux d'infection, le risque d'être infecté, d'avoir une infection grave à VRS est beaucoup plus grand chez les enfants qui vont être prématurés. Donc, vous voyez comment leur boule bleue commence haut avant de descendre vers le bas. Par contre, le fardeau de la maladie qu'on représente ici en gris, les barres grises, va être beaucoup plus important chez les enfants qui sont nés à terme. Juste pour illustrer ce qu'on essaye de dire ici, c'est que, par exemple, si le taux d'être infecté d'avoir une infection grave avait resté de 50% chez des enfants prématurés, ça veut dire que si vous avez deux enfants prématurés, il y en a un qui va avoir une infection grave. Par contre, on peut dire, je vais prendre un chiffre fictif, que ce taux peut être de 10% chez des enfants nés à terme. Mais parce qu'on a plus d'enfants nés à terme, sur 100 enfants qui vont être nés à terme, si on applique le taux de 10%, vous allez en avoir 10 qui vont avoir une infection grave. Donc, ça veut dire que sur un total de 11 enfants, 10 plus 1, 10 vont être des enfants à terme et un va être un enfant prématuré. Et ce qui montre que les enfants à terme, bien qu'ils soient moins à risque, représentent quand même un fardeau important de la maladie à prendre en compte. La prochaine diapo. Donc ici, on présente l'épidémiologie chez les personnes âgées. Donc, comme on l'a dit, un des facteurs de risque, c'est l'âge. Ce qu'on représente sur la figure que vous avez à la gauche de la diapositive avec les barres vert olive. Donc là, on a représenté l'âge de deux façons, soit par des tranches de 10 ans ou de manière cumulative à partir d'un certain âge. Donc, si on regarde les données cumulatives, vous allez voir que le risque de la maladie va être beaucoup plus élevé, plus l'âge est important, avec la barre la plus grande étant chez les personnes de 80 ans et plus. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en plus de l'âge, il y a d'autres facteurs de risque qui viennent avec des maladies sous-jacentes que les personnes peuvent avoir. Et on a donc, cela est représenté sur la figure que vous avez à droite de la diapositive, où on présente des différentes maladies pouvant augmenter le risque d'infection grave, maladies chroniques du rein, asthme, maladies des coronariennes. Et comme vous le voyez, il y a un risque accru qui, combiné à l'effet de l'âge, augmente davantage le risque avec une variation du risque selon la maladie sous-jacente. Prochaine diapo. Donc ici, on présente la courbe épidémique de l'infection AVRS. Donc l'infection AVRS est une infection saisonnière qui va survenir généralement autour de la période de novembre à avril avec un pic en janvier et en février. Et bien que la saisonnalité, comme on l'a dit, va de novembre à avril, il peut y avoir une légère variation d'une province à l'autre en fonction de la latitude et des facteurs environnementaux. Donc, elle va pouvoir commencer ou se terminer plus ou moins rapidement, donc évoluer comme une vague qui va traverser tout le Canada. Donc, la période de novembre à avril ne va pas s'appliquer exactement à toutes les régions. Et en plus de ça, pendant la pandémie, à cause des différentes mesures de contrôle qui avaient été mises en place, on avait observé un changement dans la saisonnalité du VRS, mais on revient ces années récentes à la saisonnalité qu'on a connue. Et c'est ça qui est représenté dans la figure que vous voyez à droite de la diapositive, où si on regarde les années plus récentes, 2023-2024 en bleu foncé,
on se rapproche donc de ce qu'on avait l'habitude d'observer avant la pandémie, qui est représenté avec la courbe interrompue. La prochaine diapo. Donc, sur cette diapo, on représente le nombre d'hospitalisations. Donc, au Canada, environ 2% des nourrissons vont être hospitalisés pour VRS au cours de leur première année de vie. Mais il y a certaines communautés qui vont être impactées beaucoup plus fortement, notamment les communautés isolées dans les zones nordiques froides, où on va avoir un taux d'hospitalisation qui va être beaucoup plus élevé, de l'ordre de 5 à 17% pour toutes les naissances vivantes. Donc, ces populations-là vont avoir un fardeau de la maladie qui est beaucoup plus important. Et aussi, étant dans des zones éloignées, parfois, pour l'hospitalisation, ça va nécessiter des transports souvent en avion pour ces enfants, d'où l'importance de prévention accrue dans ces contextes-là. La prochaine diapo. Donc maintenant, on va passer aux différentes mesures qui sont disponibles pour pouvoir prévenir l'infection à VRS dans nos deux grandes populations à risque dont on a parlé, dont on parle aujourd'hui. Donc, sur cette diapo, on a représenté à la fois des produits qui ont déjà été autorisés par Santé Canada et d'autres qui ne le sont pas encore, mais qui sont également disponibles et pourraient arriver dans le marché canadien au cours des prochaines années. Donc, pour les nourrissons, il y a deux catégories de produits. On a des anticorps monoclonaux, notamment le nirsevimab, le palivizumab, qui sont autorisés au Canada. Le clesrovimab n'est pas encore disponible au Canada. Et en plus de ces anticorps monoclonaux, il y a également la possibilité de protection à travers le vaccin administré à la femme enceinte qui va développer les anticorps et les transférer de manière passive au nouveau-né. Donc, comme vous le voyez chez le nouveau-né, l'immunisation ici est passive, soit par l'administration directe d'anticorps ou par le transfert d'anticorps venant de la maman. Donc, ce qui fait que pour le nouveau-né, on ne stimule pas leur système immunitaire, ils reçoivent directement les anticorps. Donc, la protection leur est conférée tant que les anticorps qui l'ont été administrés, soit par injection ou par transfert placentaire, sont présents dans leur organisme. Pour ce qui est des personnes âgées, là, c'est un peu différent. Il s'agit d'une immunisation active, c'est-à-dire qu'on stimule le système immunitaire grâce à des vaccins. Donc, actuellement, au Canada, on a deux vaccins qui sont autorisés pour les personnes âgées de 60 ans et plus, l'Arexvy de JSK et la Brisvau de Pfizer. Et l'importance de la vaccination chez les personnes âgées, c'est que bien qu'ils aient probablement déjà été infectés par le passé, il y a une baisse de l'immunité au fil du temps. Combinée à l'immunosénescence, c'est important de pouvoir booster leur immunité grâce à la vaccination afin de prévenir les infections sévères dans ce groupe d'âge-là. Prochaine diapo. Donc maintenant, on va d'abord se focaliser spécifiquement pour les nourrissons. Donc sur cette diapo, on présente les différentes étapes et les recommandations qu'il y a eu pour les différents produits que nous avons présentés. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la recommandation la plus récente du CCNI de 2024 qui va donner les informations les plus à jour par rapport à la prévention du VRS dans ce groupe d'âge. Prochaine diapo. Donc, maintenant, pour pouvoir présenter quels sont les bénéfices, donc notamment l'efficacité conférée par les différents produits qui sont disponibles. Donc, dans le tableau, la deuxième colonne présente les effets du nirsevimab et dans la troisième colonne qui est la plus à droite, vous avez l'efficacité du vaccin administré aux femmes enceintes. Donc, comme vous pouvez le voir, et les deux lignes représentent différentes issues, dont une, c'est l'hospitalisation et l'autre issue, c'est le VRS nécessite un suivi médical. Donc, comme vous pouvez le voir, l'efficacité du nirsevimab est estimée à environ 80% et celle du VRS du vaccin de l'ordre de 51 à 57%. Donc, et une différence au niveau des produits, c'est que le nirsevimab, vu qu'il s'agit d'anticorps directement administrés au nouveau-né, l'efficacité est immédiate puisque les anticorps sont directement disponibles. Et contrairement au palivizumab qui était disponible précédemment, pour le nirsevimab, on a besoin d'une seule injection parce que pour le moment, la durée de protection
est estimé à 5 mois. On est pas mal sûr, mais on continue à suivre les données pour voir s'il y a une protection conférée au-delà de ces périodes, notamment jusqu'à 8 mois après l'administration des anticorps. Pour ce qui est du vaccin administré à la femme enceinte, là, il faut se donner une petite période pour que la femme enceinte qui a été vaccinée puisse développer des anticorps. Donc, généralement, le vaccin doit être administré au moins 2 semaines avant l'accouchement pour pouvoir permettre le développement des anticorps par la maman et le transfert au fœtus. Et ici aussi, la durée de protection est encore en train d'être déterminée puisqu'il s'agit de produits relativement récents, mais ils sont efficaces pendant ces premiers mois de vie où les enfants sont particulièrement à risque d'infection grave. En ce moment, le fardeau du VRS pendant la grossesse, donc pour la femme enceinte, n'est pas très bien connu. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce que la femme bénéficie elle-même de la vaccination qu'elle reçoit. Donc, en ce moment, le vaccin est principalement administré pour la protection du bébé à naître. Prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne la sécurité des vaccins, il n'y a pas de grande différence au niveau du Nirsevimab et du vaccin RSV en ce qui concerne les réactions systémiques sévères. Par contre, le vaccin peut entraîner des effets indésirables locaux beaucoup plus importants par rapport aux femmes qui n'avaient pas reçu. Et l'immunisation passive grâce aux anticorps monoclonaux est connue comme étant très sécuritaire. Euh, pour ceux qui suivaient l'actualité, vous avez peut-être écouté que lors des essais cliniques pré-autorisation qui ont été faits, il y avait un déséquilibre qui a été observé pour les naissances et prématurité chez les femmes avec le vaccin comparativement à celles qui avaient juste eu du placebo, avec un taux de naissance prématurée qui était plus important chez les femmes ayant reçu le vaccin. Donc, à ce jour, la surveillance post-commercialisation, donc en utilisation réelle, n'a pas montré de risque accru d'accouchement prématuré. Et on continue de surveiller les données de sécurité. Et Santé Canada, lors de son approbation, avait même déjà mis une mesure supplémentaire en autorisant l'utilisation entre la 32e et la 36e semaine pour que, en cas de risque potentiel, cela survienne vraiment tard dans la grossesse pour pouvoir mitiguer n'importe quel risque potentiel. Donc, on continue la surveillance des données et les recommandations du CCNI seront mises à jour si nécessaire. Prochaine diapo. Donc maintenant, la recommandation du CCNI en ce qui concerne les nourrissons. Donc, compte tenu de l'important fardeau de la maladie due au VRS, pour les nourrissons et aussi l'impact sur le système de santé, le CCNI recommande que les différentes provinces et territoires doivent viser à avoir un programme universel qui va couvrir tous les nourrissons et reconnaissant que le programme universel ne serait pas forcément possible d'emblée, donc l'introduction du programme et l'élargissement à différents groupes peut donc se faire par étapes en fonction de l'accès à l'approvisionnement en produits, de la rentabilité et de l'accessibilité financière des différentes options qu'on a. Et dans ce contexte-là, le Nirsevimab est préféré au palivizumab. Donc, comme je l'ai précisé précédemment, le Nirsevimab nécessite une seule injection pour une protection minimum de 5 mois qui va permettre de couvrir toute la saison VRS. Et aussi, le Nirsevimab est préféré au vaccin pour les femmes enceintes. Et dans un contexte où le Nirsevimab serait disponible pour le nourrisson à bonne santé, il n'y a pas d'intérêt à administrer le vaccin à la femme enceinte parce que, plus, comme on l'a précisé, le vaccin est administré principalement pour la protection du nouveau-né. Et s'il est connu qu'il aura accès à la protection par un autre moyen, il n'est pas nécessaire de donner le vaccin. La prochaine diapo. Donc, la deuxième recommandation du CCNI pour les nourrissons, donc le CCNI recommande que les programmes de vaccination contre le VRS utilisent le Nirsevimab pour prévenir les maladies graves et que ces programmes peuvent se développer au fil du temps en fonction de l'accès à l'approvisionnement, la rentabilité et les options financières disponibles.
Donc ici, on définit dans les différents groupes parce que bon, si le programme universel n'est pas possible d'emblée, quels sont les groupes qui doivent donc être priorisés pour la, la protection? Donc ici, il s'agit donc, il y a une liste 1 qu'on va revoir en détail sur la prochaine diapo, mais il faudra donc prioriser le vaccin pour, revenons à la diapo d'avant, s'il vous plaît. Merci. Donc, il faudra donner le vaccin en priorité aux enfants qui entrent dans leur première saison VRS ou qui sont nés pendant la saison VRS et qui présentent un risque accru de maladie pour différents critères qui vont être précisés plus tard. Et également pour des enfants qui entrent dans leur deuxième saison et pour qui le risque accru est maintenu, ils doivent également recevoir la protection de manière prioritaire. Et en plus de ces enfants qui sont à risque pour des maladies sous-jacentes, comme on l'a précisé, il y a des enfants dans des régions reculées qui ont un fardeau de maladies qui est beaucoup plus important. Donc, pour ces enfants-là qui sont nés au cours de la saison et qui présentent euh, des déterminants sociaux et structurels qui les mettent davantage à risque, soit liés au transport, soit à un risque accru, comme ceux qui sont observés chez les populations autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits. C'est eux qui doivent prioriser pour pouvoir recevoir le vaccin. Donc maintenant, en priorité 2, si le prix d'une Cevima permet d'avoir un programme universel qui couvre tous les enfants, donc à ce moment-là, les enfants ne présentant pas de facteurs les mettant particulièrement à risque, peuvent pouvoir recevoir le vaccin s'ils sont âgés de moins de 8 mois et entrent dans leur première saison. Prochaine diapo. Donc, sur cette prochaine diapo, comme je l'ai précisé, il y a la liste 1 où on présente les différents paramètres pouvant mettre les enfants à risque accru dans leur première saison et également dans leur deuxième saison. Prochaine diapo. Donc maintenant, la recommandation numéro 3 du CCNI porte sur l'utilisation du vaccin administré aux femmes enceintes. Donc à ce moment, le CCNI ne recommande pas de programme de vaccination ciblant toutes les femmes enceintes pour la réception de ce vaccin. Donc, l'utilisation de ce vaccin doit être considérée comme une décision individuelle euh, pour une femme ou une personne enceinte en discussion avec son prestataire de soins et prenant en compte ses spécificités individuelles. Donc, on continue à surveiller les données, les évidences au fur et à mesure qu'elles sont disponibles et les recommandations du CCNI seront mises à jour si nécessaire. Prochaine diapo. Donc, dans ce tableau, résume ce que je viens de dire précédemment. Donc, en fonction de la population, quel est le niveau de priorité, quel est le produit qui peut être utilisé. Prochaine diapo. Donc, quelques concepts clés à retenir en ce qui concerne l'infection à VRS chez les nourrissons. Donc, la majorité des nourrissons vont être naïfs au VRS, particulièrement lors de leur premier mois de vie, et l'immunisation passive conférée, soit par l'administration des anticorps monoclonaux ou la vaccination de la maman, va les protéger contre la maladie sévère. Par contre, on continue de surveiller les évidences pour pouvoir comprendre dans quelle mesure l'immunisation passive va également prévenir l'infection. Donc ici, on parle de l'infection tout court qui n'est pas forcément sévère. Euh, Également, une autre chose à retenir, c'est qu'en ce moment, on ne sait pas si la vaccination est nécessaire lors des grossesses ultérieures. Donc, ce sont des données qu'on est en train de surveiller et qui seront mises à jour dans les recommandations au fur et à mesure que les preuves émergeront. Prochaine diapo. Alors, nous voilà arrivés au premier quiz interactif. C'est une question multiple, donc il devrait apparaître directement à l'écran. Vous pouvez simplement choisir la question. Tout est anonyme, évidemment. Donc, la question, c'est quels produits peuvent être utilisés pour protéger les enfants à haut risque au cours de leur deuxième saison de VRS? Et vous pouvez choisir toutes les réponses qui s'appliquent.
Donc, je vois qu'il y a déjà des réponses qui apparaissent. Je vous invite à continuer à répondre. On laisse encore quelques secondes là, pour s'assurer que tout le monde ait la chance de répondre. Encore une fois, vous pouvez choisir toutes les réponses qui s'appliquent. Alors, on laisse encore quelques secondes. Je vois qu'il y a des réponses qui apparaissent. Parfait. Alors, la réponse est A et B. Donc, le palivuzumab et le nirsevimab sont les bonnes réponses selon votre juridiction, ma foi. Ils peuvent être administrés aux enfants à haut risque au début de leur deuxième saison, qu'ils aient ou non reçu des anticorps monoclonaux au cours de la première saison. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, on va maintenant passer au VRS chez les personnes âgées. À vous, Jocelyne. Merci, Claudine. Donc, pour les personnes âgées, comme je l'ai dit, il y a eu un avis du CCNI qui a été publié le 12 juillet 2024. Actuellement, on a deux vaccins, la Rexvi de JSK et la Brisvo, qui sont tous deux autorisés pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Et juste une précision que la Brisvo de Pfizer, c'est la même formulation qui est utilisée pour les femmes enceintes. Prochaine diapo. Donc ici, on présente l'efficacité des deux produits. Donc sur la figure que vous avez à la gauche de la diapositive, c'est le vaccin à Abrysvo de Pfizer et à droite, vous avez la figure sur l'efficacité du vaccin à RSV de JSK. Et le bleu et le orange représentent différentes issues. Mais en ce qui concerne l'hospitalisation qui est représentée en bleu, ce qu'on voulait noter, c'est que dans les différentes tranches d'âge qui avaient été inclus dans les études, on retrouvait une bonne efficacité vaccinale de plus de 80% dans les différentes tranches d'âge. Maintenant, quand on regardait les infections à VRS ayant nécessité une prise en charge médicale, qui sont représentées en orange, là, on avait une efficacité qui était grande, mais qui variait en fonction de l'âge des participants. Et je voudrais juste noter que, comme vous pouvez l'observer, les intervalles de confiance sont assez larges parce que les études ont été conduites pendant la pandémie à une période où on avait une faible circulation du VRS. Prochaine diapo. Donc ici, la figure représente cette fois-ci l'efficacité qui a été mesurée pendant la première saison et pendant la deuxième saison. Donc en bleu, ce que vous avez, c'est Pfizer et en orange, c'est le vaccin de JSK. Et ce qu'on voudrait illustrer ici, c'est que la protection conférée ne se limite pas uniquement à la première saison, dont les données actuelles suggèrent qu'il y a une protection qui se prolonge jusque dans la deuxième saison. On continue la surveillance pour voir jusqu'à quel niveau est-ce que cette protection va persister à des niveaux qui sont satisfaisants. Prochaine diapo. Donc ici, la diapo, c'est par rapport en lien avec le fait que la protection conférée persiste probablement au-delà de la deuxième saison. Il se pose la question de savoir quel est l'intervalle optimal pour pouvoir donner une dose de rappel. Et malheureusement, en ce moment, si cette information n'est pas connue, donc si on regarde la figure qui est à la droite de la diapositive, les données actuellement montrent que contrairement au vaccin COVID où des doses de rappel pouvaient être administrées dans la même année, les données qu'on a obtenues actuellement pour les vaccins RSV chez les personnes âgées montrent que pour obtenir un boost significatif de l'immunité, il est préférable d'administrer le vaccin au plus tôt un an, une dose de rappel un an après. Mais comme vous pouvez le voir, on est en train d'observer pour savoir est-ce qu'il est idéal de pouvoir administrer ces doses de rappel un peu plus tard.
afin d'obtenir, à un moment où l'immunité aura baissé de manière significativement, et d'obtenir donc une augmentation de l'immunité qui va être beaucoup plus importante. Mais les données nous montrent déjà que bien que l'immunité conférée par la vaccination va baisser au fil du temps, administrer des doses de manière très rapprochée ne permet pas d'obtenir un boost important. Et on tenait à illustrer cet élément parce que, par exemple, pour une personne âgée de 60 ans, qui n'est pas autant à risque qu'une personne beaucoup plus âgée à 75 ans, la question, c'est que vu qu'en ce moment, on ne sait pas s'il est possible de booster régulièrement, on pourrait se trouver dans une situation où on peut bénéficier du boost de l'immunité naturelle par l'immunité une seule fois. Et il se pose donc la question, si on doit pouvoir utiliser la vaccination une seule fois, quel est le moment idéal? Est-ce que c'est à 60 ans où, oui, on a un risque accru, mais où on est moins à risque que lorsqu'on aura 75 ans? Donc, pour certaines personnes, en fonction de leur état de santé et de la présence de comorbidités, il serait peut-être préférable d'attendre d'être à un âge beaucoup plus avancé pour pouvoir bénéficier de l'effet de la vaccination à une période où on est beaucoup plus à risque. Mais comme j'ai précisé, les études sont en cours et lorsque l'intervalle aura été déterminé, cela sera mis à jour dans les recommandations. La prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne la sécurité des vaccins, les deux vaccins actuellement disponibles au Canada ont un bon profil de sécurité, ont été bien tolérés. Les données de sécurité préliminaires suggèrent qu'il y a un risque accru de syndrome de Guillain-Barré, mais il s'agit de données préliminaires qui sont encore en cours d'étude. Donc, au fur et à mesure, on surveille les données de sécurité et au fur et à mesure que des nouvelles informations seront disponibles, les recommandations seront mises à jour. Prochaine diapo. Donc, maintenant, on va passer aux recommandations du CCNI pour les personnes âgées. Donc, le CCNI recommande la vaccination pour les adultes âgés de 75 ans et plus, et particulièrement ceux qui vont présenter un risque accru de maladies sévères pour des conditions sous-jacentes. Également, le CCNI, en deuxième recommandation, recommande la vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui vont résider dans des maisons de retraite ou dans des établissements de soins chroniques. Et maintenant, pour les personnes âgées de 60 à 74 ans qui ne présentent pas de risque accru particulier, la décision de prendre le vaccin VRS doit être faite de manière individuelle en discussion avec leur prestataire de soins de santé. Prochaine diapo. Donc ici, on a prévu la liste de maladies sous-jacentes qui peuvent augmenter de manière significative le risque de maladies sévères à VRS chez les personnes âgées. La prochaine diapo. Donc, ça, c'est une diapo de résumé qui résume les concepts clés qui ont été abordés dans les diapositives précédentes. Prochaine diapo. Alors, nous voilà déjà au deuxième petit quiz interactif. C'est encore une fois un choix multiple, encore une fois entièrement anonyme. Alors, quel groupe de personnes âgées bénéficierait le plus d'un vaccin contre le VRS? Et vous pouvez encore une fois sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Donc, A, c'est les adultes actifs en bonne santé, âgés de plus de 60 ans et vivant de manière indépendante. B, les adultes âgés de 60 à 74 ans vivant dans un établissement de soins de longue durée. Ou C, les adultes de plus de 75 ans vivant de manière indépendante. Alors, encore une fois, vous choisissez à l'écran directement les réponses, sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent. Je vois que les réponses continuent de remplir, d'arriver. Je vous laisse quelques secondes. Alors, la réponse est B et C. Selon les recommandations du CCNI concernant le VRS chez les personnes âgées, il est recommandé aux personnes âgées de 75 ans et plus et aux personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans des maisons de retraite ou d'autres établissements de soins chroniques de se faire vacciner contre le VRS.
Je voudrais prendre un moment pour rappeler à tous les participants que si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez les ajouter dans l'onglet Q&R au bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à ajouter des questions sur l'ensemble des présentations. Alors, prochaine diapo. Alors, on va maintenant retourner encore une fois à Jocelyne pour nous parler de la grippe saisonnière. Merci. Merci Claudine. Donc, c'est la deuxième maladie respiratoire qui va être abordée aujourd'hui, la grippe saisonnière. Prochaine diapo. Donc, la grippe saisonnière est principalement causée par les virus A et B. Et le virus A peut être subdivisé en sous-types H3N2 et H1N1. Donc, cette diapo visait à rappeler quels sont les symptômes, les modes de transmission et l'évolution de la maladie de la grippe saisonnière qui est probablement familière à la majorité. Donc, on va passer à la diapo suivante. Dans ce qui concerne l'épidémiologie de la grippe, donc comme son nom l'indique, elle est saisonnière, donc elle vient à une saison qui au Canada va généralement s'étendre de l'automne au printemps, notamment du mois de novembre à mars. Donc au Canada, typiquement, comme vous pouvez le voir sur la figure, la saison va commencer par une vague de grippe A qui est représentée en rouge et suivie par une vague de B qui va être représentée en B. Donc, en général, au Canada, la grippe saisonnière est responsable d'environ 12 000 hospitalisations et 3 500 décès chaque année. Et il faut préciser que souvent, les décès qui surviennent sont dus à l'aggravation de maladies sous-jacentes que les personnes présentent, notamment des maladies cardiovasculaires. Prochaine diapo. Donc, comme on l'a dit précédemment, au Canada, c'est la souche A qui est le plus fréquemment détectée. Donc maintenant, pour faire les différences, quelques distinctions par rapport à l'âge. Si vous regardez la figure avec du rouge et du bleu au centre de la diapositive, donc vous voyez que bien qu'on retrouve principalement du A, la grippe B qui est représentée en bleu va beaucoup plus affecter les enfants beaucoup plus jeunes. Vous voyez la tranche de bleu qui est plus importante chez les 0,4 ans, les 5 à 19 ans. Et lorsqu'on regarde la souche A uniquement, qui est représentée en rouge sur la figure à l'extrême droite, on voit que généralement au Canada, au cours des années récentes, c'est la souche A H1N1 en rouge qui a été prépondérante. Donc, depuis mars 2020, on n'a eu aucune détection du virus de la lignée B Yamagata. On n'a pas noté de circulation depuis la pandémie jusqu'à ce jour. La prochaine diapo. Donc, la diapositive ici vise à montrer le fardeau de la maladie en ce qui concerne des formes graves d'influenza ayant nécessité des hospitalisations. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont représentées en orange, chez qui le fardeau de la maladie est le plus important, suivi par les plus jeunes de 0 à 4 ans, dans les deux extrêmes de la vie, les plus âgés et les plus jeunes. Prochaine diapo. Donc maintenant, ici, on va vouloir parler un peu de l'évolution des virus et de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de changer régulièrement la formulation du vaccin. Donc la dérive antigénique qui survient de manière assez fréquente pour le virus influenza est la raison pour laquelle il est nécessaire chaque année de produire des vaccins incluant des souches qui vont être le plus adaptées possible aux souches qui vont circuler dans la population. Donc, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui va définir les composants du virus à inclure dans le vaccin pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Et généralement, c'est basé sur les meilleures prédictions possibles. Mais vu qu'il s'agit de prédictions, ce n'est pas toujours parfait chaque année, ce qui va donc entraîner une variation de l'efficacité. Mais afin de pouvoir avoir une large couverture et augmenter la probabilité de couvrir les souches qui vont circuler, les vaccins contre la grippe vont généralement inclure plusieurs souches.
Il y a deux formulations qui sont généralement disponibles au Canada, le vaccin trivalent qui va inclure trois souches et le vaccin quadrivalent qui inclut quatre souches. La prochaine diapo. Donc, sur cette diapo, à titre de référence, on a présenté les recommandations de l'OMS en ce qui concerne les virus à inclure dans les vaccins pour la saison 2024 et 2025. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que trois souches qui sont incluses dans la proposition qui est présentée. C'est parce que le comité consultatif de l'OMS continue à penser que la souche B Yamagata devrait être exclue des vaccins antigrippaux dû à l'absence de circulation naturelle du virus B Yamagata depuis mars 2020. Donc, le comité de l'OMS a recommandé le retrait de cette souche de la composition des vaccins et a conseillé aux autorités nationales et régionales de prendre des décisions similaires pour leur territoire. Mais vu qu'il s'agit d'une transition qu'il faut pouvoir organiser au fil du temps, donc les vaccins quadrivalents vont continuer à être disponibles dans certains pays, notamment le Canada. Et pour ces pays-là, la souche, la lignée B Yamagata va rester inchangée. Prochaine diapo. Donc ici, la diapositive, la figure qui est présentée visait à montrer la variation de l'efficacité au fil du temps. Donc en général, on a une efficacité du vaccin qui va être de l'ordre de 40 à 60%. Mais comme vous pouvez le constater, il y a une variabilité et on a des années où on était largement au-dessus de 60% et d'autres années où on est en dessous. L'année 2020-2021 est particulière parce que, étant donné les mesures de prévention mises en place pour le contrôle de la pandémie de COVID-19, il n'y a pas eu de circulation du virus de la grippe, ce qui n'a pas permis l'estimation d'une efficacité vaccinale. Donc, vu qu'on n'a pas une efficacité qui est de 100%, les personnes qui ont reçu le vaccin peuvent parfois contracter la grippe néanmoins. Mais la vaccination reste toujours importante parce que même quand ils contractent la grippe, généralement, ils vont être moins susceptibles de développer des complications. Donc, ce qui est vraiment important, surtout pour des personnes particulièrement vulnérables ou qui présentent des maladies sous-jacentes. Et comme on le sait, l'immunité qui est conférée va diminuer au fil des temps, d'où la nécessité de recevoir des vaccins chaque année. La prochaine diapo. Donc ici, c'est des données de couverture vaccinale. Donc ce qu'on voulait présenter, c'est que la couverture vaccinale pour ce qui est du vaccin de la grippe au Canada reste relativement faible. Lorsqu'on regarde globalement tous les adultes âgés de plus de 18 ans, de 18 ans et plus, on a une couverture vaccinale qui va être de l'ordre de 40%. Mais quand on le divise dans les différents groupes, on se rend compte que le groupe où la couverture est la plus grande, c'est le groupe des personnes aînées âgées de 65 ans et plus, où on a une couverture qui est de l'ordre de 70%, qui reste en dessous de l'objectif canadien de vacciner 80% des personnes présentant des risques élevés de complications. Donc, juste pour illustrer le fait il y a encore beaucoup d'efforts à faire afin de pouvoir atteindre notre objectif global et l'importance de protéger particulièrement les personnes vulnérables. La prochaine diapo. Donc, chaque année, en fonction des changements qui se fait au niveau de la composition du vaccin, mais aussi de l'évolution des évidences, parce que le domaine de la grippe, il y a des données, des nouvelles informations qui sont régulièrement disponibles. Donc, afin de capturer tout ça, le CCNI émet des déclarations chaque année dont les déclarations pour la saison 2024-2027 a été publiée, disponible sur le site du CCNI, avec un lien qui a été fourni sur cette diapositive. Donc, en plus de la déclaration détaillée, il y a un résumé qui est disponible pour ceux qui voudraient avoir une version courte. Et également, toutes les recommandations du CCNI sont également incluses dans le guide canadien d'immunisation sur les vaccins antigrippaux. Donc, vous avez différents produits qui sont disponibles pour vous permettre de savoir quelles sont les recommandations les plus récentes. Pour le guide canadien, il est généralement mis à jour de manière simultanée, mais en regardant au-dessus du chapitre, si jamais il y a un retard
dans la mise à jour du chapitre, ce sera indiqué euh, au-dessus dans une bannière. Prochaine diapo. Donc ici, il s'agit également d'un rappel des personnes particulièrement à risque et pour qui la vaccination contre la grippe est recommandée. Donc il s'agit des personnes présentant un risque élevé de complications liées à la grippe ou un risque accru d'hospitalisation. Il s'agit des personnes qui sont capables de transmettre la grippe à des personnes à haut risque, notamment les professionnels de la santé ou des personnes vivant avec des personnes à haut risque. Et la troisième catégorie au bas de la diapo, c'est d'autres personnes qui présentent un risque d'exposition beaucoup plus élevé, notamment ceux qui fournissent des services communautaires et sont en contact avec beaucoup de personnes. Un prochain diapo. Dans les recommandations du CCNI pour la saison actuelle. Donc, on va mettre l'accent ici sur certaines différences qu'il y a dans les recommandations pour cette année, notamment un addenda qu'on a fait pour pouvoir prendre en compte les recommandations de l'OMS de transitionner des vaccins quadrivalents vers des vaccins trivalents, vu que la lignée B Yamagata n'a pas été observée naturellement depuis mars 2020. Donc, dans ce contexte-là, le CCNI recommande d'utiliser tout vaccin antigrippal quadrivalent ou trivalent qui est adapté à l'âge pour les personnes âgées de 6 mois et plus ne présentant pas de contre-indication ou de précaution pour recevoir le vaccin. Et précédemment, le CCNI avait une recommandation préférentielle pour utiliser les vaccins quadrivalents chez les enfants, vu qu'on a observé au niveau de l'épidémiologie qu'ils étaient plus souvent impactés par la lignée B. Mais étant donné l'absence de circulation du B Yamagata, le CCNI a enlevé cette préférence-là, puisqu'il n'y a plus de bénéfices additionnels octroyés par le vaccin quadrivalent, dont les vaccins quadrivalents et trivalents peuvent être utilisés indifféremment chez les jeunes enfants. Et étant donné que la transition doit se faire de manière progressive, donc pour la saison grippale 2024-2025 au Canada, on va avoir des vaccins quadrivalents et des vaccins trivalents disponibles, dont la disponibilité des vaccins reste inchangée. Donc, comme c'est indiqué, c'est d'utiliser le vaccin quadrivalent ou trivalent qui est adapté à l'âge de la personne à vacciner. Et pour les personnes âgées spécifiquement, le CCNI a recommandé de préférence l'utilisation des formulations qui permettent d'obtenir une meilleure efficacité vaccinale dans ce groupe d'âge-là. Donc, il s'agit des vaccins inactivés à haute dose, des vaccins inactivés avec adjuvant ou des vaccins recombinants. Donc, qui, lorsqu'ils sont disponibles, doivent être utilisés de préférence pour les personnes âgées de 65 ans et plus, parce qu'ils confèrent une meilleure efficacité. Mais lorsque ces produits de préférence ne sont pas disponibles, il est tout à fait correct d'utiliser un autre vaccin quadrivalent ou trivalent disponible qui sera adapté à l'âge de cette personne-là, parce qu'il leur confère une protection qui est meilleure que de les laisser non protégés et de quitter la clinique. Prochaine diapo. Donc ici, c'est également un autre point qu'on voulait mettre de l'emphase dessus, qui est nouveau pour la saison 2024-2025. Donc actuellement, il y a eu de multiples foyers d'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 qui a été apparu dans des troupeaux de volailles ou des oiseaux sauvages au Canada et aux États-Unis, avec parfois quelques cas observés chez le bétail laitier, uniquement aux États-Unis, pas au Canada. Donc, et aussi aux États-Unis, il y a eu 4 personnes qui ont contracté cette grippe aviaire cette grippe aviaire A, H5, soit à partir des vaches ou de la volaille. Donc, dans le contexte de ces petits foyers qui ont été observés au Canada et aux États-Unis, le CCNI réitère que la recommandation actuelle d'immuniser des personnes âgées de 6 mois et plus
inclus dans des groupes de personnes qui seraient particulièrement à risque à cause de cette multifoyer. Donc ici, on parle de personnes qui sont susceptibles, qui sont plus à risque d'être exposées à cette grippe H5 lors des interactions avec des oiseaux ou des mammifères. Donc, la situation de ces différents foyers en cours d'évolution, on analyse les données de près et dans les années qui s'en viennent, on va faire une analyse pour voir si les groupes de personnes plus susceptibles d'être exposés au groupe H5 nécessitent d'être inclus dans la liste 1 des personnes pour qui le vaccin est particulièrement recommandé. La prochaine diapo. Donc ici, c'est juste pour rappeler le calendrier de vaccination. Donc pour les personnes âgées de 9 ans et plus, une seule dose de vaccin est nécessaire. Maintenant, pour ceux âgés de 6 mois à 9 ans, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. S'ils ont déjà reçu une dose de vaccin au cours d'une saison précédente, ils ont besoin d'une seule dose de vaccin. Et pour ceux qui n'ont jamais été vaccinés auparavant, ils ont besoin de deux doses de vaccin avec un intervalle de 4 semaines entre les doses. Prochaine diapo. Maintenant, ayant parlé de la prévention, malheureusement, il arrive quand même que certaines personnes tombent malades, qu'ils aient été vaccinés ou non. Et dans ce cas-là, il y a des antiviraux qui sont disponibles afin de réduire la durée des symptômes et le risque de complications. Donc, étant donné que la majorité des gens vont avoir une forme légère de la grippe et n'auront pas besoin même de consultation médicale, les antiviraux vont être particulièrement recommandés pour des personnes qui ont des facteurs de risque de complications et de maladies graves. Donc, chez ces gens-là, les antiviraux doivent être administrés le plus rapidement possible après l'apparition des symptômes, idéalement dans les 48 heures. Mais pour certaines personnes, il reste important d'administrer les antiviraux même au-delà de 48 heures parce qu'ils vont pouvoir en tirer un certain bénéfice. Et aussi, on voulait préciser que pour les personnes suspectées, il n'est pas nécessaire d'avoir une confirmation de laboratoire avant de débuter les antiviraux. Donc, il y a des ressources qui ont également été fournies sur la diapositive pour plus de détails. Prochaine diapo. Donc, cette diapositive vise à mettre aussi, à rappeler les différents moyens de surveillance qui sont disponibles au Canada. Donc, vous avez vu les belles données d'épidémiologie qu'on a présentées et qui sont nécessaires pour pouvoir donner des recommandations utiles. Donc, on les obtient en partie grâce à ces différents moyens de surveillance. Donc, Action Grippe est disponible à tout le monde. Vous pouvez vous inscrire. Ça permet d'avoir l'épidémiologie même sur les formes de la maladie qui ne sont pas graves et de bien comprendre euh, les différentes saisons d'une année à l'autre. Et à droite de la diapositive, vous avez le système de surveillance IRA qui est spécifiquement focalisé pour des infections sévères. Donc, généralement, ces alertes-là sont importantes pour les cliniciens et le formulaire de déclaration de cas est disponible. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est une diapositive qui résume certains éléments clés qui ont été abordés au cours de notre présentation sur lesquels vous pourrez revenir. Prochaine diapo pour le quiz. Merci. Alors, voici le quiz interactif sur la grippe. C'est un vrai ou faux? Alors, le CCNI ne recommande plus de préférer les vaccins quadrivalents aux vaccins trivalents chez les enfants. Vrai ou faux? Encore une fois, vous répondez directement à l'écran. Évidemment, pour celui-ci, vous ne choisissez qu'une réponse. Alors, vrai ou faux? Je vois que les réponses rentrent tranquillement. On vous laisse encore quelques secondes pour tout voir. Alors, encore une fois, le CCNI ne recommande plus de préférer les vaccins quadrivalents aux vaccins trivalents chez les enfants. Vrai ou faux? Alors, la bonne réponse est vraie. En raison des changements intervenus dans la détection de la lignée B Yamagata au niveau international, le CCNI n'a plus de préférence entre les vaccins quadrivalents et trivalents pour les enfants.
les deux étant cliniquement sûrs, et sécuritaires et efficaces. Je vois que la majorité des gens ont eu la bonne réponse. Bien joué. Les gens écoutent. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. On va maintenant parler de la COVID-19. Je vous laisse la parole, Jocelyne. Merci Claudine. Donc, avec ces diapositives, on entame la dernière partie de notre webinaire avec la COVID-19. Donc, tout comme l'influenza, on va juste revenir sur certains points clés à avoir en tête en préparation de la saison 2024-2025. La prochaine diapo. Donc, en ce qui concerne l'épidémiologie de la COVID-19, donc, bien qu'on en parle moins, la COVID-19 continue de circuler au Canada. Et à la semaine du 14 septembre 2024, on avait un taux de positivité des tests de l'ordre de 18,6%. Néanmoins, les taux d'hospitalisation restent relativement faibles comparés au pic de l'épidémie qu'on a connu en janvier 2022. Par contre, comme vous pouvez le deviner en regardant la figure qui est sur la diapositive, on n'a pas encore de saisonnalité établie pour la COVID-19, bien que au fil des années, on a remarqué qu'il y a quand même une activité accrue qui coïncide avec la période de l'automne et de l'hiver, au moment où les autres virus respiratoires circulent. Donc, et aussi quelque chose qui continue d'être observé, c'est que les hospitalisations et les admissions en soins intensifs restent plus élevées chez les personnes les plus âgées. Donc, comme vous pouvez le voir sur la figure, ce sont les lignes vert foncé qui représentent les 80 ans et plus qui sont les plus élevés, suivis par les 70 à 79 ans. Prochaine diapo. Donc ici, on va faire un bref rappel en ce qui concerne les souches qui sont disponibles. Donc, dans les vaccins qui étaient précédemment disponibles, c'était la souche XBB qui était inclus dans le vaccin. Et on a remarqué que cette souche a commencé à être remplacée par la souche GN1 vers la fin 2023 jusqu'en 2024. Et comme vous pouvez le voir sur la figure qui est à la gauche de la diapositive, les souches le XBB1.5 qui est représenté en vert, est antigéniquement assez différente des souches GN1 qui sont représentées en bleu. Donc, et actuellement, la souche GN1 continue d'évoluer vers des sous-lignées apparentées telles que le KP2 et le KP3, et y compris la souche KP3.1.1 qui est celle qui est actuellement en circulation. Donc, en juin 2024, la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis, a spécifiquement recommandé l'utilisation de la sous-lignée KP2 de JN1 pour les vaccins si cela était possible. Donc, sur cette recommandation-là, les compagnies Moderna et Pfizer ont ciblé la sous-lignée KP2 pour l'inclusion dans le vaccin. Et Novavax a ciblé la sous-lignée JN1 qui reste une sous-lignée qui est très proche de KP2 et qui a même été la recommandation de l'EMS pour l'inclusion dans le vaccin. Donc, en raison de la similitude entre le GN1 et le KP2, on s'attend à ce que la réponse soit similaire, euh, que ce soit un vaccin incluant la souche KP2 ou un vaccin incluant la souche GN1 qui est utilisé à cause de la proximité antigénique. Prochaine diapo. Donc maintenant, on rappelle aussi pour quelles raisons, pourquoi est-ce qu'on continue à administrer les vaccins COVID-19 de manière régulière. Donc, c'est premièrement parce qu'on a une diminution de la protection au fil du temps. Bien que la diminution est beaucoup plus importante pour la protection contre toute infection, on note quand même aussi une diminution de la protection contre les maladies graves. Et aussi, on se rend compte que plus la vaccination est récente, plus la protection est élevée, même chez les personnes qui ont déjà été infectées par la COVID-19. Donc, l'intérêt de la vaccination demeure. Et un deuxième élément de la vaccination régulière, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, l'évolution des souches. Donc, le fait d'avoir été vacciné plus récemment permet de pouvoir recevoir une version actualisée du vaccin qui va le plus souvent
inclut une souche qui va être plus proche des souches qui circulent. Donc, comme on l'a vu, comparativement à XBB, par exemple, les souches circulantes actuelles qui sont de type JN1, KP2 vont être relativement éloignées. Prochaine diapo. Donc ici, sur cette diapo, c'est également un rappel des recommandations du CCNI, dont la, les recommandations demandent une vaccination COVID-19, particulièrement pour les personnes qui présentent un risque accru de maladies graves dues à la COVID-19. Donc, il s'agit ici de tous les adultes âgés de 65 ans et plus. Et maintenant, pour les personnes âgées de 6 mois et plus, euh, des personnes plus à risque va inclure ceux qui sont dans des maisons de soins de longue durée, ceux qui ont des maladies sous-jacentes, les femmes et les personnes enceintes, les personnes issues des communautés autochtones, les membres de communautés racialisées ou des personnes qui fournissent des soins essentiels qui vont être à risque accru, soit pour des problèmes de santé ou pour des différents déterminants sociaux et structurels. Donc ça, c'est des groupes chez qui la vaccination est particulièrement recommandée. Maintenant, pour toute autre personne qui ne présenterait pas forcément un risque accru, ils peuvent également recevoir le vaccin COVID-19 s'ils le désirent. Donc, le vaccin est disponible et recommandé pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Et ils peuvent le recevoir même s'ils ont déjà été vaccinés par le passé, soit pour leur intérêt personnel ou par exemple pour pouvoir protéger une personne vulnérable avec qui ils interagissent, soit à la maison, soit dans le cadre de leur travail, par exemple. Prochaine diapo. Donc ici, il s'agit d'un rappel des différents vaccins qui sont inclus dans les recommandations. Donc, on a le vaccin de Moderna, le vaccin de Pfizer-BioNTech et le vaccin de Novavax. Donc, le vaccin de Moderna et Pfizer sont tous deux des vaccins à ARN messager, tandis que celui de Novavax est un vaccin à sous-unité protéique. Et tous les vaccins qu'on a disponibles maintenant sont des vaccins monovalents. Donc, pour cette année, le vaccin qui va être disponible pour les personnes de 6 mois à 11 ans, c'est le vaccin. Il va y avoir uniquement le vaccin Moderna. Donc, pour l'automne 2024 et pour l'année à venir, le vaccin Pfizer-BioNTech, bien qu'il soit autorisé pour à partir de 6 mois et plus, ne sera disponible que pour les enfants, euh, que pour les personnes de 12 ans et plus. Et pour les personnes de 12 ans et plus, ils pourront utiliser toutes les trois options qui sont disponibles. Mais ce qui est également important à préciser, c'est que vu que le vaccin Novavax ne sera pas acheté au niveau fédéral cette année, sa disponibilité au Canada est incertaine. Mais il est certain que les vaccins à ARN messager seront disponibles. Prochaine diapo. Donc ici, c'est un rappel pour ce qui est du calendrier de vaccination. Donc pour les personnes qui ont déjà été vaccinées, quel que soit leur âge, s'ils sont âgés de 6 mois et plus, ils ont besoin d'une seule dose de vaccin. Donc, ce qui est juste important de noter, c'est que pour le vaccin Moderna, qui est à la fois disponible pour les 6 mois à 11 ans et pour les 12 ans et plus, la formulation dans le dosage du vaccin va être différent pour les 12 ans et plus par rapport à ceux qui sont âgés de moins de 12 ans. Et pour ceux-ci, généralement, on recommande un intervalle minimum de 3 mois euh, par rapport à la dernière dose de vaccin. Prochaine diapo. Donc maintenant, ici, c'est le calendrier pour des personnes qui n'ont pas été vaccinées au préalable. Ici, on a deux cas de figure. Donc, pour des personnes qui ne présentent pas d'immunodépression, euh, ils peuvent continuer à prendre une seule dose de vaccin s'ils sont âgés de 5 ans et plus. Et généralement, c'est parce les données ont montré qu'à 5 ans et plus, ils vont avoir été exposés au SARS-CoV-2 grâce à une infection naturelle. Mais pour les enfants beaucoup plus jeunes de 6 mois à 5 ans, on recommande donc pour ceux qui n'ont jamais été vaccinés
d'avoir deux doses avec un intervalle recommandé de 8 semaines entre les deux doses. Pour les personnes, là, on va passer à la partie inférieure du tableau. Pour ceux qui ont une immunodépression modérée à sévère, donc là, le nombre de doses va changer. Donc, généralement, ils vont nécessiter une dose de plus par rapport à ceux qui n'ont pas d'immunodépression. Donc, ce qui fait que chez les enfants de 6 mois à moins de 5 ans, ils vont avoir besoin de 3 doses. Pour les personnes de 5 à 12 ans, de 5 à 11 ans ou de 12 ans et plus, ils vont avoir besoin de 3 doses, de 2 doses, s'il vous plaît. Mais pour certaines personnes qui sont connues pour avoir une immunodépression particulièrement importante, notamment les receveurs d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, une troisième dose peut être recommandée dans ce groupe de personnes âgées de 5 ans et plus. Et aussi, ce qui est à noter ici, c'est que pour les personnes avec une immunodépression modérée et sévère, l'intervalle recommandé entre les doses est de 4 à 8 semaines. Prochaine diapo. Donc, un bref mention par rapport au syndrome post-COVID. Donc, comme vous le savez, il s'agit ici de la persistance de certains symptômes au-delà de 3 mois après l'apparition de la COVID-19. Dans les données en ce qui concerne la protection conférée par la vaccination contre le syndrome post-COVID sont actuellement en train d'évoluer, mais il y a un certain bénéfice à recevoir la vaccination parce que, étant donné que la vaccination prévient l'infection, donc si on vous empêche d'être infecté, ça veut dire qu'on annule toute possibilité de développer un symptôme post-COVID. Les données actuelles suggèrent que les personnes vaccinées qui sont ensuite infectées peuvent bénéficier d'une protection supplémentaire par rapport à celles qui n'ont pas du tout été vaccinées. Mais c'est un domaine de connaissance qui est en cours d'évolution et les preuves continuent de s'accumuler. On les surveille et on les partagera avec vous au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. La prochaine diapo. Donc, après avoir parlé de la prévention, maintenant on parle des traitements qui sont disponibles. Juste pour rappeler qu'il y a le Paxlovid qui est disponible pour prévenir les formes graves, notamment l'hospitalisation et les décès chez les personnes qui présentent un risque élevé de maladies graves. Donc, il est généralement recommandé pour les personnes présentant une immunodépression modérée à sévère qui présentent un risque grave. Donc, les détails par rapport aux preuves qui sont disponibles sur le Paxlovid sont dans un document qui a été produit par l'Agence canadienne de médicaments et dont le lien est fourni ici. Donc, le rôle de Paxlovid dans la protection du syndrome post-COVID reste incertain. La recherche est en cours. On continue de surveiller les évidences au fur et à mesure qu'ils évoluent. Et on recommande également de vérifier les recommandations spécifiques à votre province ou votre territoire concernant l'utilisation du Paxlovid. Prochaine diapo. Donc, d'autres éléments à rappeler par rapport au calendrier. Donc, comme on a dit, le délai d'attente, si on a eu une infection par le SARS-CoV-2 confirmée avec un test de laboratoire, donc si on n'a pas eu de vaccination antérieure, on peut recevoir le vaccin 8 semaines s'il ne s'agit pas d'une personne immunodéprimée. Et pour les personnes immunodéprimées, on peut attendre un intervalle de 4 à 8 semaines après l'infection pour pouvoir recevoir la vaccination. Pour les personnes qui avaient déjà été vaccinées précédemment, on recommande d'attendre un intervalle de 3 à 6 mois après l'infection avant de prendre une nouvelle dose de vaccin. Et on voulait également rappeler que tous les vaccins COVID-19 qui sont autorisés au Canada peuvent être utilisés de manière interchangeable du moment qu'ils sont adaptés à l'âge de la personne à qui ils sont administrés. Prochaine diapo. Donc, sur cette diapo, ça concerne la co-administration ou l'administration simultanée de plusieurs vaccins. Donc, juste pour rappeler que pour les trois maladies dont nous avons discuté aujourd'hui, les vaccins peuvent être co-administrés. Vous voyez les deux astérix pour le vaccin RSV. C'est juste pour dire que vu que les vaccins RSV sont des vaccins assez récents, sur lesquels on suivait encore l'efficacité et la sécurité. Donc, s'il s'agit
d'un vaccin qui n'est pas saisonnier, comme le vaccin DTaP, qui n'a pas besoin d'être administré à une saison particulière pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices, on recommande de différer la dose si possible. Mais tous ces vaccins peuvent être co-administrés avec d'autres produits. Il n'y a pas de contre-indication à ce jour. Prochaine diapo. Donc ici, il s'agit d'un résumé des différents éléments qui ont été discutés que vous pourrez consulter au besoin. On passe à la prochaine diapo. Alors, nous voici arrivés au dernier petit quiz, au dernier sondage interactif sur la COVID-19. C'est encore une fois une question à choix multiple. Alors, le fait de recevoir un vaccin COVID-19 mis à jour à l'automne 2024 devrait contribuer à 1. Augmenter la protection conférée par une vaccination antérieure ou par une infection qui a diminué avec le temps. 2. Induire une meilleure réponse immunitaire aux souches actuellement en circulation qui sont plus étroitement liées au vaccin mis à jour. 3. Prévenir les maladies graves pouvant entraîner des hospitalisations et des décès. 4. Réduire la pression sur notre système de santé. 5. Toutes les réponses ci-dessous. Alors, vous pouvez choisir la réponse que vous croyez être la bonne. Alors, cette fois-ci, c'est un seul choix. Donc, je vous invite à remplir comme les autres fois en appuyant directement sur l'écran. Alors, je vois que la bonne réponse a été choisie par la majorité des gens. La réponse est E. Toutes les réponses ci-dessous. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, je voudrais commencer par remercier notre intervenante. On est chanceux et chanceuse d'avoir une experte comme vous pour nous expliquer tout ça. Alors, docteur Jocelyne Zafak, merci encore. Avant de passer à la période de questions et réponses, je veux juste attirer votre attention sur le code QR que vous voyez présentement à votre écran. Donc, je vous invite à le balayer à l'aide de votre téléphone intelligent, donc de l'appareil photo, du téléphone intelligent, et d'appuyer sur le lien qui apparaît pour pouvoir remplir notre courte évaluation pour le webinaire. Alors, pendant que tout le monde, j'espère, remplit l'évaluation en ligne, je veux encore une fois vous rappeler qu'une vidéo de la présentation, du webinaire en entier, ainsi qu'une copie de la présentation des diapositives vont être disponibles sur le site web ccnmi.ca le plus rapidement possible après la présentation. Nous avons également inclus des diapositives supplémentaires qui, pour des raisons de temps, n'ont pas été présentées aujourd'hui, mais qui vont être mises en ligne. Donc, on vous encourage à consulter ces ressources supplémentaires. Alors voilà, on va passer à la prochaine diapositive. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en utilisant l'onglet Q&R qui est au bas de votre écran. Nous allons répondre uniquement aux questions qui sont directement liées au sujet et aux objectifs qui ont été couverts par ce webinaire pour des raisons évidentes. Vous pouvez aimer les questions des autres pour les faire remonter dans l'ordre de priorité et nous allons essayer de répondre au plus de questions possibles. Euh, mais c'est possible qu'on ne puisse pas répondre à l'ensemble des questions si beaucoup de questions apparaissent. Alors voilà. On a aussi reçu des questions lors de l'enregistrement de tous les participants pour le webinaire. Alors, si vous avez envoyé une question comme ça, n'ayez crainte, on ne l'a pas perdue. Alors, je vais commencer par une question sur le VRS, si ça vous va, Dr. Zafak. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'infection naturelle ne crée pas d'immunité alors que la vaccination, elle, en crée une? Euh, Ce que je voudrais d'abord, l'infection naturelle confère une certaine immunité, mais qui, dans le cadre des personnes âgées, par exemple, va diminuer au fil du temps, combiné à l'immunosénescence, qui est à la diminution de l'efficacité du système immunitaire due à l'âge.
Donc, c'est à cause de cette baisse d'immunité qu'il est important de pouvoir vacciner les personnes âgées afin de réduire le risque de développer des formes sévères du VRS. Et l'avantage que confère la vaccination par rapport à l'infection naturelle, c'est que l'antigène qui est inclus dans le vaccin a été conçu spécifiquement pour booster le système immunitaire. C'est-à-dire qu'on a choisi des portions du virus qui sont clés dans la réponse immunitaire, donc pour pouvoir augmenter cette efficacité-là. Pour ce qui est des jeunes enfants, surtout quand ils sont très jeunes, parce que ce qu'on voudrait, c'est éviter qu'ils ne tombent malades et se retrouvent donc avec des formes sévères, d'où la vaccination. Oui, d'où la vaccination. Parfait. Mais merci. J'ai une prochaine question sur la grippe. Donc, pour changer de sujet abruptement, euh, je- la question, c'est sur la base des données qui ont déjà été recueillies dans le Sud, est-ce qu'on sait déjà si le vaccin antigrippal de cette année est efficace? Ouais, on aurait aimé ça, hein, pouvoir savoir ce qui va nous arriver à partir de l'expérience des autres. Malheureusement, bien que les informations par rapport à ce qui se passe au sud, notamment en Australie, peuvent nous indiquer, pouvaient nous donner des indications. L'expérience au fil du temps a montré que l'évolution de la saison de la grippe là-bas ne permet pas de prédire de manière efficace quelles sont les souches qui vont circuler ici, quelle va être la sévérité de la saison. Donc, il y a justement un article qui a fait cette analyse et qui a été publié récemment dans le résumé des maladies et que je pourrais partager dans le chat. Oui, donc, on aimerait bien. Parfois, ça aide à prédire, d'autres fois, non, mais globalement, on se rend compte que ce n'est pas la donnée à utiliser parce que la capacité de prédiction n'est pas idéale. Ça serait si chouette si on pouvait prédire si facilement, hein, mais c'est jamais si facile. Merci de votre réponse. Une clarification importante. Je suis sûre que c'est une question qu'on vous pose souvent. Donc, j'ai une prochaine question sur la COVID-19. Combien de vaccins de rappel sont sécuritaires à prendre pour la COVID-19? Ça aussi, j'aimerais avoir une réponse claire. Mais ce qu'on a observé jusqu'à présent, on continue d'observer la sécurité des vaccins et au nombre de doses maximum qui a été administrées, on n'a pas encore identifié de problème de sécurité avec l'administration de doses de rappel. Mais étant donné le profil quand même assez unique du vaccin COVID-19, où certaines personnes ont parfois besoin de recevoir 2 doses dans la même année, c'est clairement quelque chose qu'on est en train de surveiller. Ça fait uniquement 4 ans, bon, 3 ans si on veut parler du vaccin, est disponible. Donc, on continue à faire la surveillance. C'est une question que nous-mêmes, on se pose pour voir s'il va arriver un moment où le profil de sécurité va être différent. Mais basé sur ce qu'on observe jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de problème de sécurité avec les doses de rappel supplémentaires. Merci. Alors, je vais juste prendre un moment pour noter que dans le chat, donc l'onglet de clavardage, le lien que vous avez mentionné a été ajouté. C'est-à-dire quand vous répondiez à la question sur la grippe, la question précédente. Donc, je veux juste attirer l'attention des participants là-dessus si jamais vous étiez curieux d'avoir plus d'informations. Euh, je vais revenir à la VRS et je voudrais vous demander, est-ce que c'est possible, donc pour les professionnels de santé, les prestataires de soins, de proposer la vaccination contre le VRS à la population âgée de moins de 60 ans? À ce moment-ci, s'il s'agit de la protection de la personne elle-même, non. Parce que les vaccins contre le VRS qui sont actuellement utilisés disponibles au Canada ont été autorisés uniquement pour l'utilisation chez les personnes de 60 ans et plus. Et les recommandations du CCNI aussi visent ce groupe d'âge-là. Mais c'est une question qui est très pertinente parce qu'il peut y avoir des personnes plus jeunes qui sont à risque accru de maladies sévères à VRS à cause de maladies sous-jacentes. Je suis sûre que les fabricants de vaccins pensent à eux. Donc, si
on a plus de données par rapport à l'efficacité dans ce groupe d'âge-là et que la période d'indication du vaccin est élargie en dessous de 60 ans, c'est sûr qu'il y aura une recommandation qui pourra être émise pour des âges beaucoup plus jeunes. Et l'autre chose que je voulais préciser, qui a déjà été mentionnée pendant la présentation, c'est que le vaccin de Pfizer, qui est utilisé chez les personnes de 60 ans et plus, c'est le même qui est utilisé pour les femmes enceintes. Mais comme on l'a précisé, dans ce contexte-là, la vaccination de la femme enceinte vise à protéger le bébé à naître et non pas la femme enceinte elle-même. Donc, donc, je ne l'inclus pas dans les moins de 60 ans parce que l'objectif visé ici, ce n'est pas la protection de la personne enceinte. Mais bien du bébé Du bébé. à l'intérieur, d'accord. Merci, merci beaucoup. Euh, je vais vous poser une autre question sur le VRS pendant qu'on est sur le sujet, là. Si un bébé a déjà été vacciné contre le VRS, donc dans cette saison ou la saison dernière, est-ce ça dure la saison dernière, est-ce qu'il doit être vacciné cette saison? Les recommandations actuelles demandent de vacciner les enfants s'ils sont à leur première saison VRS ou leur deuxième saison. Et ceux qui sont éligibles à recevoir encore de la vaccination au cours de la deuxième saison sont bien spécifiés. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont une condition qui les met à risque accru. Dans la liste qui vous a été fournie, donc, il s'agit par exemple des enfants qui ont une maladie cardiaque avec un impact hémodynamique significatif, euh, ceux qui sont atteints de mucoviscidose. Donc, c'est vraiment dans ce cas-là que la vaccination au cours de la deuxième saison vont leur conférer un bénéfice significatif. Mais s'il s'agit d'enfants en bonne santé, par exemple, ce n'est pas nécessaire de les vacciner au cours de de leur deuxième saison. C'est au cours de la première saison que c'est nécessaire. Ou s'il s'agit d'un enfant qui est né prématuré, mais qui est rendu à 20 mois et qui est dans sa deuxième saison, ce n'est pas si nécessaire parce que rendu là, on s'attend à ce que le risque qui était lié à sa prématurité ait déjà été mitigé au fur et à mesure que l'enfant a grandi. Merci beaucoup. Euh, alors, je pense qu'on va terminer la période de questions ici. Je vous remercie encore une fois de d'avoir passé tant de temps avec nous, à nous donner de l'information, mais aussi à répondre à beaucoup de questions. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Alors voilà. Alors encore une fois, merci à notre intervenante de nous avoir donné une quantité formidable d'informations, d'avoir répondu à des questions sans préavis. Alors voilà. Une copie, comme je l'ai déjà dit, de la présentation et de l'enregistrement va être publiée sur le site du CCNMI. Donc, c'est le ccnmi.ca. Un lien va aussi être envoyé là, à tous les participants du webinaire d'aujourd'hui lorsque la vidéo va être prête à être visionnée. Je vous rappelle encore une fois de bien vouloir, je vous demande de bien vouloir remplir l'enquête d'évaluation, donc en utilisant le code QR que vous voyez ici. Nous apprécions votre retour d'informations pour ces enquêtes sont importantes. On les utilise pour planifier les webinaires futurs. Alors, si vous pouvez, c'est un sondage très, très court, je vous le promets. S'il vous plaît, considérez le remplir. Alors, finalement, je veux prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui ont regardé le webinaire sur leur heure de dîner sûrement. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente journée.